Avant de partir avec nos sujets, il faut le rappeler, un rappel, il appartient désormais au président de la République Alpha Condé d'entériner ou d'invalider donc la date de l'élection présidentielle attendue donc pour fin 2020, comme le veut donc la loi. La Commission électorale nationale indépendante a soumis pour décision au chef de l'État la date du 18 octobre prochain pour la tenue du scrutin le plus attendu de Guinée. Et cependant, ce n'est pas du tout pas fait danse évidemment. Dans le tuyau de l'oreille, l'essentiel des opposants au régime n'a pas fait mystère de son intention évidemment de faire vent debout contre tout chronogramme dont l'aboutissement serait le maintien d'Alpha Condé au pouvoir. Sous quelle réserve appréhende-t-il la date du 18 octobre? Nous posons cette question ce matin. Comment compte-t-il se faire entendre? Dr Fayam Ilimono, il faut le rappeler, il est le président du bloc libéral. Il va intervenir ce matin chez nous. Fodé Mariga, ancien député de l'UFDG, lui aussi, il va se faire entendre ce matin chez les GG. Et si à Kabari, si tout va bien, lui aussi, nous allons l'avoir chez les GG sur Radio Espace Guinée. Tout près de chez nous, au Mali, le mouvement du 5 juin ne dérange pas. Vendredi dernier, des milliers de manifestants ont réclamé donc à corps et à cri qu'Ibrahim Boubacar Keïta rende le tablier. C'est la deuxième manifestation du genre en l'espace de seulement 2 semaines. Qu'est-ce qu'on peut retenir ce matin, en tout cas en ce qui concerne le Mali? Comment les choses se préparent de ce côté? On va essayer de comprendre avec l'imam qui va intervenir. Donc c'est Mahmoud Diko, leader donc du M5RFP. Vous allez l'entendre ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Nous allons partir avec quelques réactions des auditeurs, très nombreux ce matin à nous envoyer des messages via le 657 39 13 13. Mais d'abord, ceux qui nous écoutent et qui réagissent évidemment sur Twitter. Nous partons, Steve Le Guinéen Camara, avec ce premier message que nous avons en direct. C'est Abou Poutine Banco qui écrit: je pense que l'État doit durcir les sanctions aux violeurs, mais les ONG féminines doivent sensibiliser davantage les femmes sur leurs responsabilités parentales et le mode vestimentaire dont on peut qualifier de l'attentat à la pudeur. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. On reste avec Ibrahim Oumar Keïta à Oka. Bonjour Lamine et à toute l'équipe. Voilà encore une insouciance qui ne dit pas son nom. Comment se fait-il qu'en période de crise sanitaire doublée de l'aménagement des recettes qu'on fait une pléthore de ministères? Il pose la question, quand la fin approche, il est temps de récompenser. On reste avec cet autre aussi, Lamar Rémérien qui nous écrit: le viol persiste parce que l'État n'existe presque pas. Il n'est pas là pour protéger donc les plus vulnérables. Hashtag Espace GG. On reste avec Maldini, hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules. Qu'on se rappelle, un viol ne cible pas uniquement le corps, le mental est touché également. Les plaies ne font pas toujours couler du sang. Faisons comme la Colombie en donnant perpète donc aux voleurs. On reste avec cet autre aussi, Mamadi Sissé, qui nous écrit sur hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules, nous connaissons tous la fiabilité des dates proposées par la CENI. D'ailleurs, nous avons des priorités et sommes concentrés donc sur la marche du 8. C'est Mamadi Sissé qui nous envoie ce message. Mohamed Kemoko Bangoura aussi qui nous écrit: écoute Moïse, Lamine a bien raison pour ce coup-là. Et crois-moi qu'il y a à avoir des explications à cela, mais tout de même, il faudrait que la justice punisse ces violeurs sans aucune grâce. Ouais, voilà. On reste avec cet autre, Mohamed le politologue aussi qui nous écrit sur le hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules. Notre justice est déliquescente. Tous les viols perpétrés donc en Guinée n'ont pas servi d'exemple. Notre justice doit se bouger. L'identité d'un pays, ce sont les lois et sa justice. Le seul problème de ce pays, c'est la non-applicabilité des lois. C'est triste. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, c'est Ousmane Sow, qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. J'ai vu sur l'étoile hier cette fillette de 5 ans violée et tuée. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Au nom de Kadiatou, je crois que tout le monde devait s'indigner pour cet acte ignoble. Et j'aimerais savoir si la justice
fait réellement son rôle. Voilà. Il veut dire si la justice joue réellement son rôle. C'est ce qu'il veut dire. Roi Samsila aussi qui nous écrit. C'est depuis Concasseur. Je réitère que l'unique solution pour les violeurs reste la castration. Eh bien, on reste avec Savané Djibril qui nous écrit après la prolifération donc des cas de viol, il faut que l'État prenne des mesures draconiennes, condamnation à perpétuité contre ces démons sexuels. À mon avis, une fois cela est fait, ils vont s'en méfier, donc honte à eux. On reste avec ce autre aussi qui nous écrit bonjour les grandes gueules, Tierno Ashba. À ce rythme-là, Satan va oublier la Guinée. On a trop souffert. Avoir des crimes à répétition, j'en arrive à regretter l'abolition de la peine de mort. Oula, pourtant je suis juriste. Que ce charlatan soit castré haut et court. Voilà. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit, Kerno10, lui il se nomme comme ça sur Twitter, hashtag espace GG, bonjour les grandes gueules. C'est vraiment affreux et pitoyable ce que nous traversons. Un homme âgé de 45 ans qui viole une fille âgée de 16 ans, où est la justice? Il se pose la question, est-ce que c'est fait? C'est vraiment dommage, voilà, des hommes violés. Et par qui? Il pose la question. Allez, on va rester avec cet autre aussi qui nous écrit, Afamoussa Makadabi. Bonjour les grandes gueules. Moussa doit se réveiller. Les hommes sont bien victimes de viol par des groupes de femmes. Sinon, on reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, c'est Sidi de Nostalgie Guinée. La seule solution des cas de viol, c'est de castrer donc les violeurs et non, on mettra donc fin à ce crime ignoble. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit du côté de Dubreka. Le temps pour notre réalisateur d'appeler Imam Diko qui va intervenir dans un instant. Bonjour les GG, Suleiman Konaté depuis Dubreka. Dans une démocratie fonctionnelle, l'organisation d'élections n'est pas un cadeau. Elle obéit à la Constitution, aux différentes lois, mais aussi à un souci de préservation et de consolidation de la paix. Le président Condé a encore la possibilité de renoncer et d'épargner notre pays des lendemains difficiles. La Guinée n'a nullement besoin d'un homme providentiel, mais des institutions qui répondent aux aspirations légitimes du peuple pour des élections inclusives et transparentes. Nous disons non à la candidature de Alpha Condé et non à un fichier électoral tronqué. Pour l'heure, je pense que vous partez trop vite, Damien, parce qu'il a pas dit pour l'instant. Donc voilà, vous allez me dire peut-être que je suis bête, mais bon, on va voir tout ça au plus clair. Le temps pour notre réalisateur de partir du côté du Mali, mon cher Jacques Lewaleno. On a vu l'actu de ce côté, du côté du Mali, où les opposants sont sortis évidemment pour demander donc la démission d'Ibeka. Donc le vendredi, c'était la deuxième manifestation à la place de l'indépendance. Ouais. La mobilisation, il y en a eu, et puis on a entendu aussi les discours. Et c'est à la place de l'indépendance justement que Mahmoud Dicko a indiqué clairement que le mouvement du M5 refusait la main tendue du président Ibeka. Ouais. Et finalement, je crois qu'il y a une délégation qui avait été composée à Printemps pour aller déposer la revendication principale au palais de Koulouba. La revendication, on la connaît désormais, c'est de dire Ibeka doit démissionner. Ouais. C'est au quartier d'Arsalam, selon les informations que nous avons, donc aux alentours du palais de Koulouba, qu'ils ont été bloqués net par les agents de police. Donc on a eu la lecture comme quoi qu'on dise du pouvoir d'Ibeka, il y a quand même une ceinture qui l'entoure encore. Il y a eu des violences à ces niveaux. Maintenant, globalement, il y a quand même eu des tentatives, parce que quand Ibeka a tendu la main, il avait fait des propositions, notamment il voulait qu'on discute des législatives, puisque c'est les élections législatives qui ont un peu déclenché ces mouvements de protestation, même s'il y avait déjà des problèmes qui étaient dormants. Donc il avait proposé des discussions sur ce sujet. Il était revenu sur sa proposition au préalable qui consistait à mettre en place un gouvernement d'union nationale. Ouais. Et puis pour ce qui concerne le secteur de l'éducation, il avait proposé qu'on applique la loi de 2018, je crois l'article 39 de la loi de 2018, qui parle un peu de la révalorisation des salaires. Parce que lorsque il y a eu grève en fin 2019, en décembre,
Je me rappelle au cours de l'interview, on lui avait glissé une question comme ça sur la grève des enseignants. Il avait dit non, c'était sur le point d'être réglé. Oui, effectivement. En réalité, quand on l'a interviewé. Quand on l'a interviewé. En réalité, ce n'était pas le cas parce que les enseignants exigeaient que le gouvernement puisse revaloriser leur salaire à 20%. Donc, au cours de sa dernière intervention, quand il a tendu la main, il a promis, n'est-ce pas, de revaloriser ce salaire-là à 20%. Sauf que ça n'a pas été accepté. Bien. Il y a également la délégation de la CEDEAO qui est venue ces derniers temps là-bas, qui a pu rencontrer IBK, qui a pu rencontrer aussi les protestataires. Et de la proposition qu'on a pu entendre de ce côté, parce que les deux ministres des Affaires étrangères du Niger, du Nigeria et puis M. Brou de la commission de la CEDEAO, c'est de dire, bon, là où il y a des problèmes, il y a eu des élections législatives, les circonscriptions qui font objet de litiges, qu'on puisse, n'est-ce pas, annuler les élections et les reprendre très prochainement. Sauf que ça n'a pas l'air d'être accepté par les protestataires. Voilà, allez, nous partons du côté du Mali, d'où nous attend Imam Dicko, Mahmoud Dicko, donc en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Bonjour, monsieur Dicko. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Radio Espace et chez les Grandes Gueules. Allez-y, Moussa. Bienvenue donc dans les Grandes Gueules, Imam Dicko. Alors, vous êtes l'imam qui fait trembler le pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta depuis un certain nombre de semaines. À votre actif, à celui du peuple de Mali, 2 grandes mobilisations à la place de l'indépendance. Est-ce que nous pouvons savoir le bilan de ces mobilisations que vous avez organisées à la place de l'indépendance contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta? Merci, cher fils. Bonjour, salutations pour le peuple frère de la Guinée. Je suis très ému que vous m'appelez pour me demander vraiment d'intervenir sur votre télévision. Je tire un bilan satisfaisant. Je crois que ce qui s'est passé au Mali dans ces 2 semaines édifie certainement nos dirigeants. Nos dirigeants, je vais bien dire nos dirigeants qui nous dirigent, mais qui pensent qu'en réalité nous devons tout accepter et être là seulement pour leur dire bon, tout ce que vous faites est bien. Je crois que aujourd'hui nos peuples doivent se réveiller et comprendre que leur destin c'est dans leurs mains. Et il faut nécessairement que cela soit compris. Je sais qu'on m'a qualifié de beaucoup de qualifications que j'accepte volontiers parce que j'ai accepté de mener ce combat. D'imam politique, d'imam rigoriste, de tout ce qu'ils veulent. C'est leur droit de me qualifier des qualificatifs qu'ils veulent, qu'ils jugent nécessaires pour eux. L'essentiel pour moi, c'est de mener cette bataille. Et je l'ai menée pour moi avec conviction, avec force morale, voilà. Alors, quand même, après 2 grandes mobilisations, Imam Dicko, la forteresse Koulouba reste inébranlable. Cette forteresse, elle reste toujours là. Les IBK a d'ailleurs démontré son refus de recevoir votre délégation, la délégation que vous avez choisie donc lors de la dernière marche. Est-ce que cela ne signifie pas que les choses sont en train de se radicaliser un tout petit peu autour du président Ibrahim Boubacar Keïta? Cela, je le regrette beaucoup parce que moi je le mettais au-dessus de ce comportement. Je le croyais démocrate. C'est quelqu'un qui s'est toujours proclamé démocrate et je le croyais comme tel. Mais que Moussa Traoré en 91, une délégation du mouvement démocratique est allée lui remettre une lettre de démission qu'il a accepté de prendre, même étant militaire et qualifié de dictateur. Et celui qui se réclame de la démocratie, qui pense qu'il est un démocrate, refuse qu'on accède à lui pour lui parler, quelle que soit maintenant la teneur de cette correspondance ou bien en tout cas cette mission. Nous pensons qu'il allait avoir de la hauteur, être élégant, être un démocrate réel pour entendre vraiment le cri de cœur de son peuple. Il ne l'a pas fait. C'est ça en réalité qui nous a donné cette grande victoire. C'est ça aujourd'hui qui a montré la face de nos dirigeants. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Vraiment, pour moi, c'est ce que je dis aux jeunes gens, aux jeunes générations. Je ne viendrai pas, moi, leur donner l'exemple de la violence, parce que ce qui est obtenu dans la violence partira par la violence.
Je crois qu'aujourd'hui, la force qu'on doit leur montrer, c'est d'abord la force de la conviction. Que nous sommes là, nous défendons des idées que nous pensons être justes. Ouais. Donc, rien ne peut nous ébranler. D'accord. Mais ça démontre la nature de ceux qui se crament de la démocratie, mais en réalité, dans leur comportement, c'est le dictateur. D'accord. Malheureusement. Bien. Imam Dicko, il faut le rappeler, un leader de M5 RFP en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Tamba. Imam, vous faites bien de rappeler l'histoire. On se rappelle qu'en 2013, et jusqu'à présent, vous êtes présenté comme celui-là qui a accompagné Ibeka vers le pouvoir. Vous avez dit tout à l'heure que vous regrettiez la position d'Ibrahim Boubacar Keïta. Avec le recul, Imam, est-ce que vous ne vous sentez pas responsable de ce qui arrive? Comment appréciez-vous depuis 2013 la marche qu'a choisi le président Ibeka? Ouais, finalement, un homme frustré ou pas du tout, Imam Dicko? Oui, c'est vrai, ce que vous avez dit, c'est parce que je regrette ce comportement, ce résultat qu'aujourd'hui je suis dans cette position. Ouais. C'est pour dire que moi, je suis un homme de conviction. J'ai accompagné Ibrahim Boubacar Keïta dans une situation qui n'était pas confortable. Parce que j'ai été qualifié de tout. Parce que moi, mon point de vue, contrairement à ce que les gens disent, les uns et les autres, que le religieux n'a rien à voir avec le politique n'a rien à voir avec le religieux, je pense que ça, c'est une mauvaise interprétation et une mauvaise compréhension. Ouais. Nous gérons les mêmes peuples, nous sommes les acteurs du même peuple. Si on ne se comprend pas, on ne se parle pas, on ne se complète pas, ben ça n'ira pas. Nous sommes dans des pays où les gens y croient à 100%, où nous sommes, nous, musulmans, 98% musulmans. Je suis leader religieux. Et celui qui est là, il gère ce même peuple. Si on ne se parle pas, on ne se complète pas, nos peuples ne peuvent pas s'épanouir. D'accord. Voilà les raisons qui m'ont poussé à l'époque à aller à accompagner Ibrahim Boubacar Keïta. Mais si les choses ne marchent pas, l'espoir qui a été fondé en lui n'a pas été comblé, ben moi, ça ne me... avec la même conviction, la même force avec laquelle je l'ai aidé, cette même conviction encore aujourd'hui, parce que l'essentiel, c'est les populations, c'est leur bonheur. Ce n'est pas la personne d'Ibeka, ce n'est pas la personne de l'imam. C'est nos peuples. C'est ce que j'ai dit aux gens de la CEDEAO. Je regrette que la CEDEAO se présente comme étant un syndicat de chefs d'État qui se défend mutuellement. La CEDEAO doit être au service des peuples, pas au service des chefs d'État. Justement, Imam Dicko, à vous entendre, moi je le dis sincèrement, parce que quand vous dites que vous avez été déçu, l'espoir fondé à Ibeka, finalement l'aboutissement c'est la déception, je sens un petit peu du populisme dans ce qui se passe. Est-ce que il y a des non-dits dans votre intervention, parce que quand je vois un petit peu la France qui vous qualifie de tout le nom d'oiseau, dites-nous, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Imam rigoriste, justement. Certains disent que vous avez une ligne quiétiste. Donc certains ont peur, la France vous regarde du bout de l'œil, parce que certains ont peur que ce mouvement après, vous qui êtes porté en triomphe par la rue, que vous puissiez après sacrifier la démocratie sur l'autel de l'application de la charia. Justement. Ben écoutez, c'est ça qui fait rire. Vous saviez, si c'était à la charia, je n'allais pas moi soutenir Ibeka. Ibeka n'a jamais présenté un projet de société islamique. Ouais. C'est un laïc que dans ce sens-là, je le connais bien. Mais c'est parce que je suis convaincu que la démocratie donne les mêmes droits, si ça s'applique bien aux citoyens, que la religion. D'accord. Alors, Imam... La religion, il y a en dehors de pratiques culturelles, c'est les mêmes droits, c'est la même chose. Un bon croyant est un bon citoyen. D'accord. Je ne confonds pas les choses, mais je sais comment les choses se complètent. D'accord. Alors, par rapport à la France, il n'a rien dit, mon cher Tamba. Oui, par rapport à la France, on a envie de vous entendre. Vous savez, la France, c'est quand même ce pays de l'Europe qui draine avec elle
avec lui toute la communauté internationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, contre le djihadisme dans le nord du pays. Alors, la France ne regarde pas quand même les bras croisés ce combat de rue que vous menez. Ça risque de déstabiliser tout l'investissement qui a été fait depuis le 2012 dans ce pays. Est-ce que vous avez été approché par les intermédiaires de l'Hexagone? Est-ce que vous avez rencontré des émissaires français? Et quel a été le contenu du message qu'on vous a livré? Écoutez, je n'allais pas vous dire en direct si j'ai rencontré des émissaires ou pas, mais ce que je vous dis, la façon dont la France me qualifie, c'est vraiment le problème de la France. Moi, je suis malien, c'est la façon dont les Maliens me qualifient, c'est ce qui m'importe. Ça, c'est un. De deux, moi, je veux vraiment que les Africains se désillusionnent. Il ne faut pas se faire des illusions. Ce n'est pas les marchands d'armes et ceux qui ont, par la force des armes, ont imposé leur suprématie, qui vont être les promoteurs de la paix. Il faut pas se leurrer. Moi, je suis convaincu que les Africains aujourd'hui doivent avoir un autre comportement. Quand je demandais de parler avec les enfants de notre pays, de notre espace, ne pas les laisser à la merci des vendeurs d'illusions auxquels j'ai poussé ces gens-là, qui pensent que la religion c'est une imposition. Non, la religion est un choix, c'est pas une imposition. Mais il faudra que nous parlons à nos enfants, parce que nous avons des dirigeants qui ont dessus la jeunesse, cette jeunesse qui ne sait pas par où il faut aller, où il faut commencer, cette jeunesse est prête à aller n'importe où. Il ne faut pas faire ça. Il faut aujourd'hui que les religieux, les politiques et tous ensemble, nous puissions vraiment dégager des pistes qui vont donner l'espoir à notre jeunesse pour ne pas les laisser être de proie facile pour ces mecs terroristes. Donc je ne comprends pas souvent la position de nos leaders et même au niveau international. Parce que dire qu'on ne parle pas avec des gens qu'on pense être dans le mauvais chemin, je ne sais pas si on ne parle pas avec eux, qu'est-ce qu'on va faire? Bien. On va les exterminer tous. Bien. Alors, les enfants de l'espace CEDEAO, ils sont nos enfants. Ce sont nos enfants, nous sommes leurs parents. Il faut qu'on leur parle. Ce n'est pas nous qu'ils doivent tuer. Nous aussi, on ne doit pas les tuer, eux. Mais il faut leur parler. C'est des hommes, ils sont sensibles. Mais croire que dès qu'ils rentrent dans cette situation, ils deviennent des monstres avec lesquels personne ne peut parler. Qui a intérêt à ce que ces gens-là restent dans cette situation? Et nous devrons nous poser la question, pourquoi? Bien. Tas de questions ce matin. Imam Dicko, donc en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Allez-y, mon cher Jacques. Alors, Imam, à l'interne, vous refusez la main tendue du président Ibeka. La commission économique des États d'Afrique de l'Ouest arrive, vous rencontre, et à vous entendre ce matin, vous n'aimez pas aussi ce discours qui est tenu par ces émissaires. Dites-nous donc, quelle chance vous donnez à la sortie des crises? On sait que vous demandez le départ du président Ibeka, mais comment est-ce que vous voyez, n'est-ce pas, l'avenir finalement de la crise, la sortie des crises? Écoutez, cette main tendue, la main ne s'est pas tendue d'elle-même. Nous les avons obligés à tendre la main. Mais ce qui a été mis dans cette main, nous pensons que ce n'était pas suffisant, parce que ce n'est pas élégant sa façon de faire. Mais nous ne sommes pas insensibles. Et la communauté internationale avec laquelle nous avons eu des discussions à travers la CEDEAO et même la MINUSMA ici, nous apprécions aujourd'hui leur position. Nous savions aussi qu'on n'est pas sur une île. Nous sommes dans un continent, dans un monde aujourd'hui interdépendant. Donc, nous avons besoin de cette communauté internationale. Nous ne pouvons pas ignorer tout ce que l'accompagnement que cette communauté internationale est en train de nous faire. Mais cette gouvernance calamiteuse, c'est ça qui met en réalité en difficulté et tout cet accompagnement. Oui. Donc, on ne voit pas le résultat. Le Mali s'enlise tous les jours. Alors, il y a eu, on vous a fait des propositions, annuler les élections dans certaines circonscriptions qui font objet de litiges, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous amener à renoncer à la demande principale qui consiste à exiger le départ d'Ibeka? Écoutez, je l'ai dit, nous sommes avec
une communauté internationale. Nous nous soucions aussi de la stabilité de notre pays. Maintenant, l'imam Dicko n'est pas seul. Je suis parmi des hommes et des femmes qui sont là, qui partagent le même combat. Ouais. Nous allons nous mettre ensemble. Si la majorité de ces gens pensent que l'offre qui a été faite, ça vaut vraiment, on doit nous satisfaire de ça. Moi, je n'ai aucun problème. Mon problème, c'est qu'il doit nous écouter parce que il est notre président, c'est nous qui l'avons élu. Et nous sommes son peuple. Donc, ce n'est pas avant d'écouter X ou Y. Il faut nous écouter d'abord. Parce que nos dirigeants, ils oublient. Vous savez, le protocole de la CEDEAO, il est écrit là-dedans. Je dis ça aux gens de la CEDEAO. Les peuples sont en droit d'exiger de leur gouvernants la démocratie et la bonne gouvernance. Donc, nous sommes dans notre droit d'exiger et la démocratie et la bonne gouvernance. Je ne suis pas venu pour dire aux gens de couper la main ou les pieds des gens. On veut me qualifier comme ça, puisque c'est ce qu'ils veulent que je sois. Ou bien prôner la violence, parce qu'ils pensent que quand on est imam, on est sauvage. Et puis, pour eux, il faut les accompagner, les politiques. Dès qu'ils accèdent au pouvoir, ils disent à tout le monde, bon, vous êtes prêtre, vous êtes monseigneur, vous êtes l'imam, taisez-vous et puis laissez-nous faire. Ce n'est pas votre affaire, ce qui est à César, c'est à César, ce qui est à Dieu. Mais avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, rien n'est à César, ça appartient à Dieu. Bien, donc, ces hommes, nous devrons vraiment... Voilà, ces hommes-là, on les a mis là-bas. Ils ne peuvent pas se transformer au nom de la démocratie, être aussi des dictateurs qui sont là dès que le peuple demande quelque chose. Maintenant, c'est la violence, c'est ce qui s'installe dans notre espace. Bien. Il faut refuser ça. Oui, vous parlez beaucoup de la CEDEAO ce matin, Imam Dicko. C'est important de revenir, de faire un focus parce que vous parlez déjà d'associations de chefs d'État. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous n'avez pas fait le compte-rendu, en tout cas de personnes qui vous ont approché, est-ce que vous pouvez nous dire ce matin de l'espace communauté CEDEAO, est-ce qu'il y a eu des approches? Parce que la semaine dernière, nous avons eu un leader malien en direct dans notre émission qui nous a dit que le président Condé, Alpha évidemment, est intervenu face à la situation qui prévaut chez vous. Est-ce que vous avez eu le président Alpha Condé ces derniers temps ou pas du tout? Bon, pour être très franc avec vous, effectivement, je l'ai eu en direct au téléphone, on a parlé, j'ai beaucoup de respect, c'est un chef d'État, c'est un grand frère, j'ai beaucoup de respect pour lui et respect pour les différents chefs d'État. On va les écouter, on écoute tout le monde. Et nous n'allons pas nous béliquer et puis nous braquer. Non, loin de moi vraiment l'idée de le faire. Tellement je dis que moi, en tant que personne seule, je ne peux pas décider de tout. C'est un regroupement, c'est un mouvement d'ensemble aujourd'hui, c'est un mouvement même populaire, il y a des leaders qui sont là, mais leur point de vue compte. Nous allons nous mettre ensemble, évaluer l'offre, évaluer tout ce qui a été dit et toutes les démarches et voir ce qui est bon pour notre pays, ce qui est bon pour notre sous-région. Et nous allons nous y engager, Inch'Allah. Alors, Imam, c'est vrai, vous reconnaissez que le président guinéen Alpha Condé vous a donc appelé. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il vous a demandé? Est-ce qu'une simple facilitation à rencontrer Ibrahim Boubacar Keïta chez Moussa Traoré, ou bien le président Alpha Condé vous a demandé de renoncer à la principale revendication qui consiste donc à exiger le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta? C'est la première question. La deuxième, Imam, lorsque vous êtes porté en triomphe par la rue, lorsque devant ce mouvement, c'est de l'imam Dicko qu'on parle, les politiques sont enterrés. Est-ce que votre ascension n'est pas l'expression de l'échec des politiques maliens? Justement. Bon, d'abord, pour monsieur le président Alpha Condé, je l'ai dit, il se soucie beaucoup du Mali. Il l'a montré à plusieurs fois. C'est pas la première fois où il m'a appelé pour nous demander vraiment de faire tout pour que le calme et la stabilité du Mali soient préservés. C'est vraiment la chose essentielle qu'il a demandé. Maintenant, départ ou pas départ, ça c'est notre débat. C'est le peuple malien qui va apprécier cela. Maintenant, concernant, je crois que vous avez parlé de mon ascension, je sais pas, moi je ne parle pas d'ascension, je ne parle pas d'échec de quelqu'un. Je pense tout simplement aujourd'hui que les politiques et nous sommes ensemble aujourd'hui pour essayer de trouver des voies, enfin,
les voies où... Oui, mais Imam, sur votre respect, mais vous ne parlez pas d'ascension, vous êtes modeste, on sait bien que vous avez encore le poids de la religion dans vos démarches et autres, mais Imam, c'est vous qu'on voit devant. C'est une manifestation quand même qui devrait, dans les conditions normales, être portée par des politiciens. Ouais. Mais c'est pas eux qui sont devant. J'ai comme l'impression qu'ils ont échoué. Et les Maliens sortent pour vous. Les Maliens sortent pour vous, c'est vous qui êtes écouté, Imam Dicko. Mais moi, je ne parle pas de leur échec. Je crois que c'est le système démocratique de façon globale qui a échoué. Ouais. Les choix qu'on a faits ne sont pas des choix judicieux. Ouais. Nous avons quitté une dictature sans transition. Immédiatement, on se retrouve dans une démocratie qui nous a servi une démocratie en vrac. Ouais. Donc, le modèle de démocratie pose problème quelque part. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Allez-y, Tamba. Ça pose problème quelque part. D'accord. Donc, moi, j'ai toujours dit que dans nos démocraties, nous devrons aujourd'hui faire attention. La démocratie, c'est très bien. C'est quelque chose qui est là. Nous devrons le faire. Le monde entier doit se la partager. Ouais. Mais notre démocratie doit avoir comme support nos valeurs sociétales et parfois même religieuses. Parce que si une démocratie qui n'a pas de support, une démocratie prête à porter, qu'on nous amène sans même chercher à savoir si vraiment ça nous convient, ça ne convient pas, on nous les impose, et nos dirigeants sont prêts seulement à faire plaisir à l'autre monde et pas nous. Je crois que tant que c'est comme ça qu'on dirige, c'est comme ça qu'on fait, il est difficile que nous puissions vraiment trouver le bon chemin. Ouais. Merci bien, l'imam. Qu'une vieille personne, je suis un peu fatigué, je vous remercie. On aimerait. Alors, Dernière question, allez-y, Tamba. Une dernière question, s'il vous plaît, monsieur l'imam. On en avait deux, mais bon, d'accord, on va aller avec la dernière. Et alors, la question que l'on se pose ce matin, est-ce que le départ de Ibeka est la solution dans le contexte malien? C'est un grand pays en proie à des divisions dues au fait de l'insécurité. Vous savez mieux que quiconque ce qu'il en est, vu que vous avez été impliqué dans une médiation avec des djihadistes il y a encore quelques années, des affrontements intercommunautaires. Est-ce que tout ceci est à mettre sur ce que vous appelez une gouvernance catastrophique d'Ibeka? Est-ce que le problème n'est pas plus sérieux que de demander tout simplement le départ d'un président en exercice? C'est une très bonne question que mon fils, vous avez posée, que je vais répondre avec beaucoup de respect, parce que c'est une très, très, très bonne question et une belle question. Je crois que c'est réel. Le problème du Mali, je le dis, nous sommes rentrés dans une démocratie sans transition. Et les hommes politiques, avec tout le respect que j'ai pour eux, parce que nous sommes les mêmes, comme je l'ai dit, nous dirigeons les mêmes peuples, nous sommes les mêmes acteurs autour du même peuple. Mais dès que la dictature est partie, cette démocratie, ça a été quoi? C'est comme vraiment je ne sais pas l'expression qu'il faut trouver pour ne pas heurter ou écorcher les gens. Les gens ne courent que derrière le pouvoir. Ils ont trouvé que cette démocratie, cette façon de faire, c'était le chemin le raccourci qu'il faut pour se faire une promotion, pour être là, pour avoir la richesse. Donc, finalement, un tremplin. La démocratie est devenue un tremplin. Donc, c'est devenu comme ça, les gens ont oublié l'État, ils ont oublié les peuples qui les ont choisis, ils ont oublié tout. Donc, ça a accumulé les choses. C'est pour cela que j'ai parlé de gouvernance. Mais si c'est un problème de gouvernance, notre gouvernance, c'est dans les mains de quelqu'un. S'il ne le fait pas bien, on retire le gouvernement pour chercher quelqu'un d'autre. Bien. Voilà, c'est peut-être simple à dire, mais ce n'est pas simple à faire. Je me rends compte, un président en exercice, on doit beaucoup de respect et on doit vraiment réfléchir encore pour ne pas faire un saut dans l'inconnu. Je le sais, je suis conscient de cela. Mais un saut parce que le génie malien et le génie africain. Le génie malien et le génie africain. On n'est pas dépourvu de l'intelligence. Il ne faut pas que les gens nous incitent. C'est ce que j'ai dit à la CEDEAO. Vous pensez que ce grand peuple, cette grande nation qui a fait des empires, qui a fait des royaumes, qui a fait une civilisation rayonnante,
nous ne sommes pas capables de trouver quelque chose nous-mêmes. Chaque fois, il faut que c'est les autres qui viennent nous dicter comment est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut aller, comment est-ce qu'il faut manger, comment est-ce qu'il faut boire. Mais écoutez, il faut quand même nous respecter. Ouais. Nous respectons le point de vue des autres, nous prenons ce qu'il y a aujourd'hui de bien chez les autres dans ce monde, parce que nous sommes dans un village planétaire, mais qu'on nous respecte quand même, qu'on sache que nous sommes aussi des hommes pourvus d'intelligence. Ouais. Pas de démocratie, évidemment, taillée sous mesure. Vous l'avez dit, Imam, avant de vous lâcher, on n'a pas parlé de Soumaïla Cissé du côté du Mali. Qu'en est-il justement? Parce que je ne sais pas trop ce qu'il en est. Oui, vraiment, je parlais de Soumaïla avec le cœur un peu brisé. Soumaïla, c'est un frère, c'est un proche à moi. Ouais. Moi, ce qui me gêne dans le cas de Soumaïla, parce que l'habitude des djihadistes, ce qu'on qualifie de terroristes ou je ne sais pas quel qualificatif il faut leur donner, ceux-ci, quand ils posent un acte, généralement, ils le revendiquent. Ouais. Et cette fois-ci, personne n'a revendiqué l'enlèvement d'Ismaïla. Et ça, c'est une zone d'ombre. Ok. Parce que pour négocier avec des gens, pour leur demander de vous donner, il faut qu'ils disent qu'ils ont la personne. Ouais. Ben, si ils ne disent pas ça, c'est difficile. Même donc pour vous, c'est un prisonnier politique? Non, bon, je ne le dis pas comme ça. Je dis tout simplement qu'il est quelque part. En tout cas, nous sommes en train et nous avons l'espoir que nous allons le retrouver, Inch'Allah, sauf dans peu de temps. Inch'Allah, parce que le Mali dit que seule la libération de Soumaïla Cissé, seul Imam Dicko peut la faciliter. Vous pouvez quand même jouer ce grand rôle. On sait que vous êtes à tuer à toi avec ceux qui tiennent le nord du pays. Pourquoi vous ne prenez pas le bâton de pèlerin pour aller libérer votre frère? Ben, vous savez, si je dois le faire, il faut que le pays me le demande. Si l'État, qui peut avoir certaines exigences de ceux qu'on suppose être le détenteur de Soumaïla, s'il demande la libération de siens, moi je n'ai pas cette capacité, je ne peux pas décider de cela. Il faut l'État. Ouais. Et si l'État ne m'implique pas, bien. Ben, alors je vais prendre des engagements que je ne peux pas remplir. Merci. Donc, c'est difficile, il y a trop de choses dans cette affaire-là. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Imam. Merci en tout cas d'avoir accordé. Merci à la Guinée, merci au peuple frère guinéen. Aniché, Anibara, Ondiaram. Merci beaucoup. Au revoir. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. Oui, moi j'estime qu'on peut ne pas aimer l'imam Dicko. Ouais. Face à son niveau d'instruction, face à sa culture générale, on ne peut que lui tirer chapeau. Ouais. Je pense que c'est un imam qui sait ce qu'il veut. ses convictions avec un rythme soutenu et tout ce qu'il dit vient aisément. Je trouve que c'est un monsieur Ouais. qui a la tête sur les épaules. Ouais. Et je rappelle quand même que c'est en Arabie Saoudite, il a étudié. Mais tu l'as posé quand même des questions, Mais Moussa, bien qui sûr. concerne le côté politique. Mais auquel il a Il- répondu ouais. avec un calme déconcertant, Ouais. Lamine Guirassi. Ouais. Je trouve que, contrairement à ce que les médias occidentaux nous Ouais. rapportent, Ouais. contrairement au racolage sur Ouais. l'imam Dicko, c'est un homme qu'il faut approcher Ok. pour mieux le connaître. Ouais. Il n'est pas du tout, il ne répond pas du tout au qualificatif que l'Occident lui colle. Il est soucieux du devenir de son peuple, il est soucieux du devenir du Mali. Vous avez entendu quand il a parlé des mouvements de foule dans la rue, il dit que son souhait, c'est qu'aucune goutte de sang ne soit versée. Ouais. Et jusqu'à ce jour, une manifestation de cette taille, les deux d'ailleurs, il n'y a pas eu, j'ai pas entendu parler de casse, j'ai pas entendu parler de blessés, encore moins de morts. Je pense que c'est un acte à mettre à son actif. Et aussi, les politiques derrière lui sont en train d'apprendre Ouais. de l'imam. Les politiques maliens sont en train d'apprendre de l'imam, sont en train d'apprendre à faire la politique autrement. Je pense que c'est un monsieur que Ibeka doit écouter. Il doit quand même comprendre que ça aurait été bien qu'il reçoive la délégation de la dernière marche. Ça aurait peut-être permis une certaine ouverture. Ouais, allez-y. Dans la vie, quand quelqu'un te frappe et puis il crie pas, je pense que
il faut faire attention. Ce monsieur est un ouragan tranquille. Tamba. Non. Voyez comment il parle. Ouais. Déjà tout calme. Calme olympien. Tout calme. Comme le dirait notre député. Quelles que soient les questions qui arrivent. Ouais. Il parle d'Ibeka, qu'il veut chasser du pouvoir. Mais il dit je le respecte. Ouais. C'est un président. Ouais. Il faut le respecter. C'est le religieux qui vient avec son calme, avec la force de la tranquillité qui lui vient de sa foi et qui croit avec conviction, qui croit fermement que ce monsieur il va partir tout bonnement. Ouais. Il a quand même participé à le fabriquer. Mais justement, Moussa l'a posé la question. Il ne faut pas le perdre de vue. Moussa lui a posé la question. Il a contribué à l'élire. Ouais. Ça, c'est une réalité. Mais 2019 déjà, je pense que ça se sentait arriver. 2019 déjà, il se lève contre son premier ministre, le premier ministre d'Ibeka Boubei, et il le fait partir. Alors, la gouvernance continue, les violences continuent au Mali. Le souci, c'est que finalement, ces gens qui observent la société malienne, qui prient pour elle, parce que c'est encore important de le dire, il faut que nos religieux l'entendent, parce qu'on a crié ici, ils n'ont pas compris. Ils ont écouté l'imam aujourd'hui, je pense que c'est une très belle leçon. Prier ne suffit pas. Agir aussi, c'est important. Je pense que l'imam, il l'a compris. Et c'est ce qui fait qu'il s'engage aujourd'hui dans cette démarche-là. Ouais. Le Mali est en train de se découdre. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'acteur majeur de la société? Je pense que l'imam prend ses responsabilités. On peut dire ce que l'on veut, mais le Mali se présente aujourd'hui pour l'imam comme un des pays qui présente aujourd'hui le moins de réponses aux nombreux problèmes qui se posent à la gouvernance. Ce qui est revenu plusieurs fois, évidemment, c'est la CEDEAO, c'est cette communauté. J'ai l'impression qu'il n'a pas confiance, parce qu'il dit c'est une association. C'est un monsieur cohérent. C'est un monsieur cohérent qui ne perd pas de vue que ces gens, ces présidents, sont liés par leurs intérêts. Tu vas aller dire à ton ami quitte, quand ça va être ton tour, lui, qu'est-ce qu'il va venir te dire? Donc, il y a cette solidarité dans laquelle ils se meuvent et ils se protègent les uns les autres. C'est un club, finalement, de copains comme ça que le ministre, que l'imam est en train de combattre. Moi, je suis bluffé. Je l'ai suivi depuis plusieurs moments déjà. Mais encore une fois, nous avons la preuve que le religieux peut servir à la fin. Je ne dis pas à la politique, mais à la finalité de la politique. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Exiger à un certain moment que l'on nous respecte. C'est venu. Et il n'oublie pas de mentionner le glorieux passé du Mali. Le Mali, avec toute son histoire glorieuse que vous connaissez, ses grands rois. Non mais, c'était bon de l'avoir ce matin. J'espère que ça va inspirer. Ces propos vont inspirer plusieurs. Tous ceux qui se lèvent et qui se battent, je pense que la plus grande leçon aujourd'hui, contre nos opposants, la plus grande leçon, c'est de dire à tous les opposants qu'on peut mener un combat fort, rigoureux, sans insulter. C'est bien possible. C'est bien possible. Hein. Allez-y. La maturité, c'est très important. Absolument. Voilà. Parce que... Allez-y. Oui, on pense que celui qui insulte, c'est lui l'homme. Non, pas du tout. Première des choses, je suis entièrement d'accord avec lui quand il dit nous sommes imams, nous sommes religieux, mais nous avons le même peuple en partage avec les politiques. Je crois, moi je l'ai dit ici une fois lorsque il y avait crise en Guinée et puis nos religieux croisaient les bras, ils ont attendu que les violences commencent avant de faire des déclarations. Vous ne pouvez pas vous contenter seulement de diriger les prières à l'église et à la mosquée. Si votre peuple ne mange pas bien, si votre peuple n'est pas en sécurité, vous avez le droit d'exiger des réponses de politique. Je pense que ça c'est faisable et l'imam est en train de le montrer. Il n'est pas le premier à l'avoir fait. Il y a d'autres qui l'ont fait dans certains pays comme l'Afrique du Sud. On a pu, n'est-ce pas, le voir. Maintenant, l'autre chose qui me réjouit un peu dans sa communication, c'est qu'il ne ferme pas la porte parce qu'il est conscient que le fait de pousser Ibeka à la porte n'est pas la solution. Là, il est conscient de cela. Il l'a dit. Et il l'a dit parce que c'est un saut dans l'inconnu. Il faut éviter un saut dans l'inconnu. Parce que si on le chasse maintenant, comme on a fait en 2012 avec ce coup d'État, le plus idiot, comme on le qualifie, qui a fait partir ATT alors que lui-même il avait dit qu'il irait tranquillement, il n'allait pas renouveler son mandat, on risque d'avoir, n'est-ce pas, des soucis. Maintenant, la seule question qui reste posée, en qui ce M5 a finalement confiance. Parce que si à l'interne, on ne peut pas avoir de médiation. C'est peut-être l'autre question qu'il fallait poser, à savoir, leader politique demain ou demain, président de la République,
Ça, c'est une autre question. Oui, ça c'est peut-être pour ceux qui le concernent principalement. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord sortir de la crise. Mais il faut qu'il y ait une médiation. Et finalement, si on n'a pas confiance à la CEDEAO, à l'interne, on ne parvient pas encore à trouver quelqu'un de consensuel qui peut diriger les débats. Il y a une question fondamentale qui reste posée. Et je pense qu'il va falloir que les protagonistes puissent commencer. Parce qu'il faut commencer pour voir vers où on va finir. Ouais, allez-y, Tamak Poclor. Alors, ce bout du propos de Jacques est important à plusieurs égards. Le Mali, vous avez la Libye à côté. Le Mali, vous avez le Niger à côté. La Libye, vous savez ce qu'il en est. Justement, très prudent sur la question, en tout cas, que Moussa a posée sur les Français et tout ça. Ok. Donc vous voyez. Non, mais c'est ce que je dis justement. Moi, je veux en toucher un mot. D'accord. Donc, alors, vous avez donc la Libye à côté, une Libye totalement désarticulée. Dévastée. Oui, dévastée par l'après-Kadhafi. On sait pourquoi. Vous avez le Niger qui continue d'être en proie à des attaques récurrentes de Boko Haram, donc des attaques terroristes. Vous avez de l'autre côté le Tchad où depuis plusieurs années, Idriss Déby Itno mène un véritable combat contre, j'ai envie de dire, il allait même sur le terrain, j'ai vu les images. Donc c'est vraiment un Sahel déstabilisé que vous avez autour du Mali, d'ailleurs Sahel auquel participe le Mali. L'organisation sous-régionale peine à avoir de l'élan. Et le Mali, avec plusieurs intérêts en jeu par ailleurs, des intérêts parfois antinomiques. Vous avez la France qui est obligée de protéger le Mali, pour préserver ses intérêts au Niger, par exemple. Il a parlé aussi avec l'uranium. Mais non, il y a beaucoup de choses à dire, sincèrement. Il y a tout ça autour. Et donc, la question, elle est entière au Mali. On peut chasser Ibeka. Quelle va être la suite? Qui va venir et dans combien de temps? Sachant surtout que tout le nord une grande partie du nord Mali est occupée aux mains des djihadistes. La déstabilisation institutionnelle qui est encourue par le Mali est un véritable problème aujourd'hui et je pense que l'imam n'oublie pas cela et c'est ce qui fait que justement il faut aller en même temps en pensant au futur. La question côté Mali, moi j'ai envie aussi de la poser ici au FNDC. Oui, on veut tous que M. Alpha Condé il s'en aille, mais il faut que le peuple reste intelligent pour ne pas nous ramener à nos mêmes démons. Parce que ce que je vois de la classe politique là, on se connaît. On se connaît. Bien. Ça risque d'être pire après Alpha Condé. Bien. Allez-y, mon cher Moïse. Pour ceux qui ont suivi bien l'imam Dicko, après un petit décryptage, je pense qu'ils peuvent en convenir avec moi que l'imam garde toujours son rejet de la France depuis des lustres. Ça n'a pas changé. Vous savez, au lendemain de l'attaque de l'hôtel Radisson Blu du côté du Mali, il a déclaré que les terroristes, les djihadistes, nous ont été envoyés par Dieu pour nous punir entre autres de l'homosexualité qui commence à grandir au Mali et tout cela. Ensuite, décembre 2015, il va déclarer également que le djihadisme est une création des Occidentaux soutenus par la France dans le seul but de recoloniser le Mali. Donc, c'est un imam qui reste quand même... Il y a la cohérence quand même. Non, je suis parfainement d'accord. Parce qu'il a évoqué quelque chose... Son rejet par rapport à la France n'a pas changé. Justement, parce que depuis l'arrestation, le kidnapping de Soumaïla, il n'y a pas eu de... Mais Lamine, regardez ce qu'il dit. C'est vrai. Il n'y a pas eu de demande de rançon, c'est bizarre. Mais en même temps, dans ses dernières paroles, vous sentez qu'il a une petite idée de ceux qui détiennent Soumaïla Cissé. Parce qu'il dit qu'il ne peut pas s'engager lui-même à aller faire des négociations si derrière l'État n'est pas là. Effectivement. Parce qu'en retour, ceux qui détiennent Soumaïla Cissé en retour, ils vont certainement demander quelque chose. Mais quelle est leur force, le pouvoir qu'il a en tant que personnalité publique pour dire à ses ravisseurs, là, tenez, moi je peux en retour vous donner cela. C'est l'État malien qui peut prendre les engagements. Je trouve que sur ce compte-là, il a parfaitement raison. Il appartient à Ibeka de mettre les pieds de l'imam Dicko dans les étriers afin qu'il puisse aller négocier la libération de Soumaïla Cissé. Allez, c'est comme ça.